Enquête et reportage. Un magazine bimensuel de la radio web de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de la Bigorre. William Edmondson, bonjour. Vous avez été pendant longtemps à la BBC, à la fois chargé du programme matinal The World Today durant plus de 20 ans. Vous avez été producteur à la BBC, reporter au Moyen-Orient, en Afrique, aux États-Unis. Et aujourd'hui, donc, vous vivez dans les Pyrénées centrales et vous animez un atelier de discussion presse anglophone à l'Université du Temps Libre. On a souhaité vous rencontrer et vous interroger sur la couverture médiatique de la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire vous, en tant que reporter, comment vous vivez ce que l'on nous dit, ce que vos confrères, à la fois anglais, puisque vous écoutez souvent la radio anglaise, je suppose, vous lisez les journaux, mais également les confrères français. On aimerait avoir un regard critique de votre part. Alors, je voudrais commencer d'abord par le nombre des reporters en Ukraine actuellement. En préparant cet entretien, j'ai trouvé des chiffres qui m'ont effaré. Entre 3000 à 3500 reporters en Ukraine actuellement. Et on vous dit que tous les médias, bien sûr, sont mobilisés. L'agence France-Presse, qui n'a pas de gros moyens, a 25 personnes sur place. Le journal Libération, 4 journalistes et 2 photographes. Le journal Le Monde, un binôme journaliste-photographe à Kiev, un journaliste à Odessa et un pigiste à Lviv. Alors, vous qui avez vécu sur d'autres terrains d'opération, qu'est-ce que vous pensez ? C'est beaucoup ? C'est normal ? C'est beaucoup, oui, c'est normal, en même temps. Donc, quand il y a une guerre ou quelque chose comme ça qui commence, on trouve qui on peut et qui est disponible et qui ne fait pas autre chose. Et on envoie ces personnes directement. Et c'est un peu la panique. Tout le monde fait ce qu'on peut. Et puis là, j'ai déjà vu qu'au bout de 2 ou 3 semaines, ou même moins, quelques personnes de mes amis qui étaient là sont déjà revenus en Angleterre et d'autres les ont remplacés. Et depuis qu'on est à la 6e et quelques semaines, il y en a qui étaient dans la première vague et qui sont repartis. Je pense que dans ce numéro 3000, il y a aussi les caméramans, les réalisateurs, oui, les fixeurs. Donc, quand vous regardez quelqu'un qui est à la télé, en Ukraine, il y a forcément un caméraman. Il y a un réalisateur ou un producer, on dit en anglais, producteur. Il y a beaucoup de différents noms. C'est ce que je faisais peut-être la moitié de mes voyages. C'est la personne qui fait tout, qui réserve les billets d'avion, les hôtels, s'occupe de la sécurité, trouve des fixeurs, des gens sur le terrain, trouve les numéros, les noms des personnes à interviewer, trouve, etc., les cartes, tout. Et tout pour faciliter un bon reportage. Donc il y a toute cette équipe qui est derrière la personne que vous voyez à la télé. Quand on est à la radio, moi j'ai souvent fait des longs voyages à la radio tout seul. Je faisais mes propres enregistrements et je mélangeais mes propres enregistrements une fois qu'ils étaient finis. Parce qu'il y a un budget beaucoup plus petit pour la radio que pour la télévision. Et moi je trouve que c'est quand même un milieu que je préfère. Je crois que quand on écoute la radio, c'est comme quand on lit un livre. Les choses qu'on entend, les histoires qu'on entend se déroulent dans la tête de l'auditeur ou du lecteur. Et donc on rentre dans l'imagination de la personne si on arrive à bien s'exprimer. Et voilà le défi. Et parmi ces très nombreux journalistes ou reporters, entre guillemets, parce qu'il y a non seulement des personnes qui ont leur carte professionnelle, c'est le plus grand nombre, mais notamment pour couvrir cette guerre d'Ukraine, il y a des journalistes, entre guillemets, souvent très jeunes, sans matériel, sans expérience de terrain,
sans carte de presse. Ou avec une vieille carte de presse. Je crois que parmi les premiers à mourir en Ukraine était quelqu'un qui avait une carte de presse de New York Times. Et donc tout le monde a dit il travaille pour New York Times. Je crois qu'il avait dit qu'il travaille pour New York Times, mais au fait il travaillait plus pour le New York Times et il avait toujours la carte de presse. Et c'est normal, les gens passent d'un journal à l'autre, donc ils gardent les cartes de presse au cas où ils vont retravailler avec une équipe de ce journal. Et puis avec l'internet, évidemment. Chaque personne, chaque individuel, chaque citoyen est devenu reporter à un certain niveau. Et ça arrive assez souvent que, surtout maintenant avec cette guerre, on voit qu'il y a du film, il y a je sais pas comment on dit ça en français, il y a des reportages, il y a des vidéos de missiles qui frappent un hélicoptère ou de gens qui sont prisonniers ou de quelque chose comme ça. Et ça a été filmé par n'importe qui dans la rue, pas nécessairement par un reporter. Et voilà, donc le milieu change. Oui, mais la présence quand même de nombreux pseudo-journalistes, ça pose la question de la compétence. Déjà, tout à l'heure, vous m'avez dit quelque chose que je comprends, mais qui est un peu inquiétant. Vous m'avez dit, quand éclate un conflit de ce type, dans les rédactions, c'est l'affolement, et on fait appel à toutes sortes de personnes. Donc, quand vous êtes parachuté sur un pays comme l'Ukraine, mettons, qui a une histoire particulière, qui a eu des développements, si vous n'y connaissez rien, c'est quand même une difficulté majeure. C'est une difficulté majeure et c'est une reproche qui est souvent faite aux grandes organisations. Alors, il y a des grands rapporteurs qui passent, je pense à un en particulier, par exemple, comme un exemple à la BBC, qui a très bien fait son travail en débutant en Chili, et puis il était en Israël, et puis il était à Rome, et puis il était en Grèce, je crois. Et puis donc, quand on l'entend dans chacun de ces pays, surtout s'il vient de débarquer, on se demande, mais comment tu peux savoir de quoi tu parles? et donc, ils sont des professionnels, ils utilisent les informations, les agences qui sont à leur disponibilité, ils le font très bien. Mais ils ont moins de temps que les grands rapporteurs ou les reporters d'autres temps, qui apprenaient le langage, qui vivaient là pendant des années et des années, qui commençaient à connaître tous les membres de l'opposition, les membres du gouvernement, qui prenaient un peu leur temps. Il y a moins d'argent, c'est plus rapide. Et puis pour quelque chose comme la BBC, il y avait à une époque, par exemple, à Nairobi, quand j'y étais, il y avait un rapporteur pour la radio, World Service mondial, un autre rapporteur pour la radio domestique et la télévision. Depuis longtemps, toutes ces personnes ont été remplacées par une personne, ce qui fait que cette personne a moins de temps pour aller sur le terrain et rencontrer des gens, faire des interviews, et est obligé de passer beaucoup plus de temps dans le studio à faire des interviews avec Radio Écosse, Radio Pays de Galles, Radio Angleterre, Radio 4, Radio 1 en Angleterre, Radio World Service, et ça fait que la nature du travail a changé. Donc, mais en même temps, par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Andrew Harding pour la BBC qui vient de faire des reportages en Ukraine. Il est venu de Johannesburg pour aller en Ukraine. Mais il est grand rapporteur depuis si longtemps qu'il y a une quinzaine d'années, il était grand rapporteur à Moscou pendant 5-6 ans. Donc il sait quand même un peu de quoi il parle quand il débarque en Ukraine. Donc ça dépend de la personne, ça dépend de qui est disponible. Quand je dis on s'affole un peu et on regarde un peu à droite à gauche pour voir qui est disponible, on doit pouvoir espérer qu'il y a quand même des gens assez expérimentés dans la boîte qui savent un peu ce qu'ils font. Et ils ne jettent pas n'importe qui sur le terrain. Ils cherchent des gens qui vont pouvoir débarquer et puis travailler sans délai. Donc tous les reporters ne se valent pas et tous les reportages ne se valent pas non plus. Si vous voulez, on terminera par cela tout à l'heure, c'est-à-dire quel jugement vous portez un petit peu sur ce que vous entendez ou ce que vous voyez. Là, maintenant, j'aimerais plutôt que vous nous donniez quelques détails. Vous avez fait allusion tout à l'heure à un certain nombre d'entre eux, mais quelques détails sur les conditions de reportage. Bon, vous êtes donc reporter à la BBC. On vous dit, William, demain, tu es en Ukraine. Alors, comment partir en Ukraine, où
où aller en Ukraine, sur des terrains d'opération très dangereux, ou au contraire à l'arrière, comment ça se fait, où loger, et puis on parlera d'un peu plus près du rôle des fixeurs. Eh ben, je vais prendre peut-être plutôt que l'Ukraine, puisque je ne suis pas en Ukraine, je vais prendre un exemple concret. Je suis au cinéma à Londres, mon téléphone sonne, donc c'est 8-9 heures du soir. Il y a eu un attentat dans un centre, c'est un peu comme le Méridien à Tarbes, un shopping center à Nairobi. Voilà. Est-ce que tu peux avoir le vol de 6 heures demain matin et puis, à quelle heure est-ce que tu peux partir? Et je dis, bon, aussitôt que possible. Vous n'êtes jamais allé en Afrique auparavant comme reporter ou pas? Non, j'allais souvent. Ah bon? Ouais. Donc, en fait, la plupart de mes reportages étaient en Afrique. Donc, ils m'ont... Bon, c'est probablement pour ça qu'ils m'ont appelé. Parce qu'ils savaient que je connais un peu Nairobi, et puis ils savent que souvent je débarque et je suis tout seul, je suis le reporter, j'ai pas de technicien, j'ai rien, et je fais des reportages. Là, j'étais réalisateur avec un présentateur kényan, moitié kényan, moitié ougandais, donc je vais directement au bureau, j'ai réuni le matériel qu'il me faut. Au bout d'une quarantaine de reportages, j'en ai gardé dans ma valise, donc j'ai quelque chose d'essentiel. Les choses essentielles, c'est l'électricité. Sans électricité, c'est-à-dire des accumulateurs, ça veut dire une rallonge. Une rallonge. Une rallonge avec une multiprise. Une rallonge avec une prise qui marche dans le pays où on est. Donc, voilà. Truc tout bête. Et puis, l'autre chose, c'est avoir accès à un satellite qui, au-dessus de... Alors, les satellites qu'on utilise pour le son et pour les images, d'ailleurs, sont généralement au-dessus de l'équateur. Et donc il y a un qui est placé juste au-dessus de l'est de la République démocratique du Congo. Donc la plupart de l'Afrique, c'est très bien, c'est pas difficile, sauf si on est pile sous le satellite. Ça m'est arrivé et j'ai pas pu diffuser, mais sinon c'est très bien. Si on est vers le Caire ou l'Alexandrie, là pendant le coup d'État en Égypte, j'ai eu pas mal de difficultés à trouver le satellite. Donc on a un petit logiciel en appli sur le téléphone. Alors avec l'électricité et accès au satellite, on peut être au milieu d'un champ. Et on a des batteries, on peut faire 1-2 heures. Le coup d'État au Zimbabwe, on était à l'hôtel à côté de la place centrale de Zimbabwe. On a couru dans la place centrale. Heureusement, c'est un réflexe qu'on développe. J'avais mis tout mon équipement à recharger, donc tout était dans l'hôtel prêt à utiliser. Je le prends dans mes bras comme ça, je vais dans la place centrale, je trouve le satellite, on diffuse pendant que les gens courent dans la rue pour dire Mugabe est parti. Donc, pour répondre à votre question, donc, il faut réunir le matériel, il faut réserver les billets d'avion, il faut faire ce qu'ils appellent risk assessment. Je ne sais pas comment dire, c'est carrément une déclaration officielle qui doit être signée par le manager. Et ça répond un peu à votre question de risque. Quel risque est-ce que vous anticipez? Quelles mesures est-ce que vous allez prendre pour éviter ces risques, etc., etc. Et il faut que ça soit rempli et signé par le manager. Et là-dedans, il y a aussi l'adresse des hôpitaux, qui appeler en cas de premiers soins, etc., etc. Donc il y a tout ce détail. Et nous faisons, ceux qui voyageons souvent, tous les 3 ans, un rappel qui dure 3 jours de premiers soins et comment se protéger dans les zones de guerre. Donc risk assessment, billets d'avion, équipement. Choix des lieux. Et puis la prochaine chose, c'est même pas le choix des lieux, c'est normalement déterminé par l'histoire qu'on va suivre. Donc par exemple là, c'était Nairobi. Si c'était l'Ukraine, il dirait il y a 3 ou 4 personnes en Ukraine. Donc il dirait que Lise Doucet est là, Jeremy Bowen est là, Andrew Harding est là. Donc toi, on a besoin de toi là. Ou il y a ce producteur qui vient de passer 2-3 semaines, il ne peut plus tenir, est-ce que tu peux le remplacer? Donc tu sais exactement où tu vas, tu prends probablement sa chambre d'hôtel et tu continues là où il est arrêté. Et si vous vous entendez bien, ce n'est pas toujours le cas, il te passe tous les numéros de téléphone et tous les contacts et tous les gens à qui il faut parler. Donc voilà le choix des lieux, le matériel, les billets d'avion. Et puis la chose la plus importante que dans toutes ces préparations on a tendance à oublier, c'est qu'il faut trouver les bonnes personnes à qui parler.
parler. Et les numéros de ces personnes. Et donc tout ça, alors moi ce que je faisais, j'essayais d'établir tout ça avant de monter dans l'avion. Et une fois qu'on monte dans l'avion, on ne peut plus rien faire. Et là, j'avais demandé à mon médecin de me donner des somnifères que j'utilisais des fois si j'avais pas de voyage pendant 6 mois. Je ne disais pas du tout, hein, c'était pas une mauvaise habitude. Et je prenais le somnifère et je dormais dans l'avion. Comme ça, quand je me réveillais le matin et on atterrissait, j'étais prête à repartir, aller directement aux premières interviews. Donc voilà la routine. Et le rôle du fixeur est vraiment très important, c'est indispensable. Actuellement, pour l'Ukraine, on fait beaucoup d'allusions aux fixeurs, qui sont d'ailleurs, qu'on décrit, ce sont la plupart du temps des avocats, parfois des interprètes, des ingénieurs, donc qui, pour des raisons civiques et économiques, se transforment en fixeurs. Alors, oui, civique et économique. Enfin, j'ai eu des très bons fixeurs qui deviennent des membres essentiels de l'équipe et avec qui on s'entend bien et avec qui je suis toujours en contact. Et j'avais une fixeur en Israël. Alors, on avait tendance, je louais une bagnole, il y avait moi, un présentateur qui s'appelle Roger Herring, normalement, et elle, ou des fois c'est moi qui présentais avec un autre réalisateur, trois dans la bagnole, on s'entendait super bien, et puis on avait peut-être 1 ou 2 semaines en Israël ou dans les territoires palestiniens, etc. Et puis on jouait avec on jouait avec des idées dans la voiture. Donc je disais, et si on faisait ça, si on faisait ci. Et c'était juste une conversation pour arriver à une fin et décider, voilà, on va faire ça. Et le problème avec Sirona, c'est que c'est comme si elle avait le téléphone collé à son oreille. Alors dès qu'on commençait la discussion, elle commençait à téléphoner différentes personnes à qui elle pensait. Et ça, c'était une fixeur absolument formidable. Les fixeurs connaissent le terrain. Ils connaissent des gens sur le terrain qui sont utiles à contacter pour des interviews. Ils parlent le langage du pays. Ils servent de lien entre le journaliste qui débarque et qui connaît moins bien le pays et ce qui se passe vraiment. Et surtout, souvent, par exemple, la guerre en République centrafricaine, il y a eu un moment où on faisait un interview et le fixeur est venu me dire, on venait d'avoir un massacre, et on était sur le lieu du massacre, et c'est le fixeur qui a dit, il faut qu'on parte maintenant. Parce que l'autre groupe qui est opposé au groupe qui a fait ce massacre va arriver, il va y avoir des représailles, ça va mal tourner, il faut partir maintenant. Et on avait avec nous un agent de sécurité qui sont employés par la BBC pour assurer la sécurité, qui ne parlait pas le français ni le langage de la République centrafricaine, et il ne se rendait pas du tout compte du fait qu'il y avait un danger. Donc ça arrive souvent que le fixeur vous avertit qu'il y a un danger. Et pour le payer, le fixeur, c'est cher un fixeur? Qui le paye? $100 par jour. Des fois un peu plus, des fois un peu moins. Je crois que je me suis rendu compte que je prenais un peu d'âge parce qu'au début c'était moi et puis vers la fin c'était plutôt vers 150. Puis ça dépend du pays. Et puis ça dépend du fixeur. Et puis c'est pas géré par un contrat. C'est une petite conversation assez informelle au téléphone avec quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Donc le reporter, il s'en va avec une somme d'argent donnée par le journal. Ah oui, j'avais oublié. Quand il y a les préparations, il y a le billet d'avion, il y a l'équipement, il y a le risk assessment. Il y a les contacts, et puis il faut passer par... alors finalement, j'avais un compte carrément avec une de ces banques à côté du boulot à Londres, qui savait que je faisais ça régulièrement, et je disais, j'ai besoin de $3,000 maintenant, et ils avaient des dollars. Et donc il fallait beaucoup de dollars, il fallait les cacher un peu à droite à gauche aussi, parce que si on perdait une partie, il fallait quand même... Et ça, c'était une petite habitude, j'avais toujours $200 dans une chaussette quelque part, comme ça, si on me volait tout, j'avais assez d'argent pour m'en sortir. Ouais. Passons maintenant à la construction du reportage. Aviez-vous l'habitude de privilégier les interviews ou les narrations? Bien sûr, il y a les deux dans un reportage, c'est-à-dire que vous racontez pour l'auditeur ce qui se passe, donc c'est vous qui parlez au micro,
et puis de temps à autre, vous faites des interviews. Quelle est la répartition la plus souhaitable ? Il y a plusieurs façons de le faire. Alors, la façon la plus simple, c'est l'interview, si possible en direct. Ce qui veut dire que nous, on diffusait entre 5h et 8h du mat. On trouve des gens qui sont des bons parleurs, qui sont prêts à nous rejoindre le matin, et on leur parle en direct. Et ça a l'avantage que ça n'a pas besoin de l'enregistrer, pas besoin de couper l'enregistrement, pas besoin de la production est plus simple. Une fois qu'on est... Et puis si la personne parle bien, elle peut réagir à ce qui est diffusé. Alors ça, c'est le live, avec la personne que vous connaissez du 7-9 par exemple, ou quelque chose comme ça. Et puis en Angleterre, il y a ce qu'on appelle l'interview enregistrée, et il y a le package. Alors package, c'est environ, ça peut aller de 3 minutes à 4 minutes et demie. C'est donc une histoire précise qui est racontée par le présentateur ou le reporter qui utilise des sons. Et alors, les sons, alors pour un package, on peut faire 2-3 interviews, et puis il se trouve qu'il n'y a rien dans l'interview. Ou il se trouve que dans notre interview, il y a 2-3 clips qui sont super. Et puis dans le troisième interview, il y a juste un clip qui est super. Donc il ne faut pas écouter l'interview comme un interview. Il faut écouter l'interview de façon à établir quels éléments dans cette interview. Et quand je dis éléments, je dis 3 secondes ou 7 secondes. Quels éléments dans cette interview vont nous servir dans le package ? Dans le package, on utilise juste du son. Le son de quelqu'un qui marche parce qu'on est dehors, le son d'un missile, le son d'une sirène à Kiev, par exemple, le son des gens qui crient ou n'importe quoi. Et on utilise ces différents sons. Et souvent, j'utilise un bout de papier avec une ligne. Et ça, c'est la ligne de l'histoire qu'on veut raconter ou qu'on veut expliquer ou illustrer. Et puis, on décide où on met les clips, où on met les sons. Alors, quand j'avais un bon réalisateur ou quand j'étais le réalisateur et j'avais un bon présentateur, on savait tous les deux. Alors, ce qu'on faisait normalement, si on travaillait de la façon que j'aime, ce qui n'est pas toujours le cas, le soir, on rentrait à l'hôtel et on avait peut-être 3 ou 4 interviews et 5 ou 6 sons, disons. Et on écoutait tout. Et on prenait une bonne bière ou 2 et on écoutait tout avec un crayon à papier. Et quand on écoute sur le logiciel, on peut appuyer sur F8 sur l'ordinateur et ça laisse une marque sur le son et puis on peut retrouver cette marque. Et donc on gardait des notes, donc marque 1, marque 2, marque 3, voilà. Et à la fin de l'interview, je disais à mon collègue, Julien, qu'est-ce que tu aimais ? Il disait, j'aime ce clip-là et j'aime ce clip-là. Et normalement, on aimait les deux la même chose parce que ça faisait un moment qu'on travaillait au même boulot. Et puis moi, je disais, j'aime ce clip-là. Puis on écoutait le reste, puis on disait, voilà comment on pourrait utiliser ces clips pour raconter une histoire. Voilà ce qui se passe à Lubumbashi dans le dernier tour des élections dans la République démocratique du Congo. On a parlé. 3-4 interviews, on prend ces clips, et puis là, c'est clair que pour d'aller d'un clip à un autre, ça peut pas être sec. Il faut utiliser la voix du présentateur, du réalisateur, pour aller d'un clip à l'autre. Et la meilleure chose, c'est de réfléchir à ça pendant qu'on est en train de faire les reportages sur le terrain. Et là, on peut enregistrer les liens, ce qu'on appelle links, les liens entre les clips sur place. Comme ça, il y a le même son derrière. Et on peut laisser un peu de son à chaque bout pour faire le mélange. Et donc, on enregistrait les liens sur place. Alors, puisqu'on enregistrait les liens sur place, il y a 9 sur 10 qui ne marchent pas. Parce qu'on a changé l'ordre aussi, ça. Mais des fois, ça marche. Et puis, on met tout ensemble, on mélange, mix it. Je ne sais pas comment on dit ça en français. On mélange sur un logiciel. Et ça, c'est facile, une fois qu'on sait le faire. Et puis, ça fait un package. Si c'est trop long, les gens n'écoutent pas. 3,45, 4 minutes max. Si c'est super bien, 4,20, et puis voilà. Et vous n'avez pas, par la suite, de surprises désagréables, de réentendre les montages que vous avez envoyés et qui sont coupés, par exemple, par la rédaction à Londres ou à Paris ? Oui, et ce qui arrive souvent, et c'est pour ça que c'est quand même utile que je faisais ce boulot quand j'étais à Londres. Quand j'étais entre mes voyages, c'est ce que je faisais. C'est que il y a un live sur un autre sujet, et cette personne parle un peu trop, et donc le prochain montage, package, il faut le couper
Donc l'idéal, c'est que si l'équipe sur le terrain accepte que c'est quelque chose qui arrive et on voit une version longue et une version courte. Et on exige qu'ils mettent la version longue dans le système, comme ça, si quelqu'un parle un peu trop, ils ont la version courte, et ça veut dire qu'ils, par exemple, ils coupent pas la partie la plus importante qui est jusqu'au fin. Donc ça arrive. Alors ça peut être dangereux parce que, par exemple, une fois, j'ai eu, c'était après l'élection de Hamas dans les territoires palestiniens, on a eu un interview avec un membre de la milice, du bras militaire de Hamas, en anglais. C'était un petit coup, c'était en anglais, en qualité. Donc on a enregistré ça. Et puis donc, pour avoir l'équilibre, on est allé voir un ancien chef de la Mossad et on a joué l'interview. Et puis on a enregistré sa réaction. Et le plus important, c'était à la fin, de dire attention tout le monde qui a écouté ça, nous avons demandé à quelqu'un de notre équipe à Gaza de donner la cassette d'enregistrement à un membre militaire de Hamas et il s'est enregistré pendant qu'il nous parlait et puis il a rendu l'enregistrement. Mais on ne peut pas savoir qui est cette personne exactement parce qu'on n'était pas physiquement derrière cette personne, devant cette personne. Et c'est quand même un détail super important. Et c'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas baser des histoires, on ne peut pas dire que c'est un développement majeur, c'est juste de l'interprétation. C'est pas it's not a top line, comme on dit en anglais. Et ça a été réutilisé beaucoup de fois. Ça a eu beaucoup de succès. Et à un certain moment, ils ont coupé le détail à la fin. Et c'était quand même un détail important. Donc il faut faire attention. Ouais. Alors, bon, les risques d'un reporter, d'un journaliste sur un terrain de guerre sont évidents. En 3 semaines, par exemple, en Ukraine, 5 journalistes ont été tués. Qu'est-ce que vous pensez de cet équipement qu'on distribue aux journalistes, gilet pare-balles, casque, et dans le dos du gilet pare-balles, il y a en gros presse. C'est à la fois un moyen de se sécuriser un petit peu, ou au contraire d'attirer l'attention parfois. Donc, quels sont les inconvénients et les avantages ? L'inconvénient, c'est que c'est très lourd. C'est vraiment très très lourd à porter en permanence. L'avantage, c'est évident, ça vous protège. Je crois qu'en général, c'est vraiment une généralisation parce qu'on voit qu'il y a des ambulances qui ont été attaquées. On voit que donc le fait qu'on est identifié comme un membre de la presse ne vous protège pas, mais ça vous donne peut-être un peu plus de protection. Ça peut-être demande à quelqu'un d'hésiter un peu plus avant de tirer. Et puis il y a une attitude assez différente entre les journalistes britanniques et français. Et j'ai d'ailleurs entendu une interview avec 2 ou 3 grands rapporteurs à France Inter à ce sujet et ils critiquaient un peu leurs confrères britanniques parce qu'ils disaient qu'ils partaient dans les zones dangereuses avec des militaires et c'est pas tout à fait correct et moi je défends un peu le système britannique parce qu'au fait si on est censé être envoyé dans les zones difficiles on est obligé de faire une formation qui dure 6 jours et la moitié c'est les premiers soins. Et il y a des choses là qui sont vachement utiles, même si on a un accident de voiture sur l'autoroute. L'autre moitié, c'est comment éviter les mines, comment traiter les gens dans les champs de danger, etc. Et moi, j'estime que c'est une précaution normale. Si on travaille dans une usine où il y a certains dangers, le manager est censé former ses ouvriers pour savoir éviter les dangers. Et là, c'est la même chose. Je souhaiterais qu'on termine ce court interview, trop court d'ailleurs, par votre avis sur la couverture médiatique de la guerre en Ukraine. Alors, à partir des médias britanniques que vous consultez depuis la France, et bien sûr aussi à partir des médias français, radio ou télévision. D'abord, un point de vue général. Vous pensez que les Britanniques sont supérieurs à ce sujet ? Non, ils sont assez différents. Et puis j'ai pas une comparaison entière à faire entre les deux. Je suis subjectif aussi. En Angleterre, je lis la BBC, le Times, le Guardian principalement. Et là, j'ai une classe qui va commencer bientôt, médias
médias anglaises, anglaises, ça peut être américain aussi. Et donc, c'est principalement de ces publications qu'on trouve les articles, et c'est pour ça, c'est des articles que je lis. J'ai la télévision britannique chez moi, donc je regarde Channel 4 News, et on regarde France 2 aussi, des fois TF1, et des fois j'écoute le 7-9 comme ce matin, le matin. Mais donc jamais les chaînes en continu, BFM J'ai regardé BFM le soir que vous m'avez demandé de regarder BFM, et c'était le soir de l'élection. Ah oui, et en fait, ça a fait qu'ils ont fait beaucoup sur l'Ukraine, ils ont eu des reportages spéciaux assez détaillés. Je trouve qu'il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, hein. Ils ont chacun leur point fort. Je suis frustré avec la BBC, maintenant que j'y travaille plus, parce qu'il y a toujours un équilibre, et je trouve ça un peu lassant au bout d'un moment. Et j'aime bien avoir un peu d'opinion dans l'article, même je suis pas d'accord. Le Times et le Guardian s'équilibrent dans le milieu britannique, peut-être un peu comme Figaro et Le Monde, hein. Mais je trouve que Le Monde, ils sont très très forts avec ce qu'il y a de cartes et d'explications, et voilà, donc chaque publication a son point fort. Oui, mais vous parlez d'équilibre. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, l'équilibre, pour un conflit comme l'Ukraine? Ça veut dire que on essaye comment dirais-je, de nuancer la responsabilité des uns ou des autres. Combien d'articles avez-vous lu au sujet des familles des Russes qui sont morts? Très peu, effectivement. Ouais, voilà. C'est ça l'équilibre. Donc pour moi, le problème d'équilibre maintenant, c'est que tout le monde est en Ukraine. Il y a une acceptation générale avec laquelle je suis généralement d'accord, que c'est pas bien qu'un pays envahisse un autre. Mais c'est pas bien qu'il massacre, c'est pas bien, tout ce qu'il a fait est pas bien. N'empêche que il y a des Russes. Les Russes sont des personnes. Ils font partie de l'autre armée. On sait que les Ukrainiens sont victimes de massacres terribles, qu'il y a eu des attaques sur les civils, qu'il n'y a aucune excuse, il n'y a aucune explication pour ce qui s'est passé. Je ne sais pas combien d'articles j'ai lus qui essayent d'expliquer pourquoi les soldats russes se comportent de la façon dont ils se comportent. Donc, il y a un déséquilibre qui est compréhensible, mais il y a un déséquilibre. On cherche, vu l'horreur et le rejet presque universel dans l'Ouest de ce qui se passe, de ce que fait le gouvernement russe, les forces de Poutine, il y a une sympathie générale pour les Ukrainiens. Et je suis d'accord. Mais un reporter n'a pas à être neutre. Nous semblait de faire de la neutralité un objectif majeur. Oui, alors pour la BBC, oui. La neutralité est un objectif majeur. Donc il y a, par exemple, si vous regardez aujourd'hui... doit rendre compte de ce qui se passe, et le mal est d'un côté parfois, etc. Mais la neutralité... Mais peut-être pas dans un reportage. Par exemple, là, vous pouvez voir, il y a un reportage sur la BBC de ce qui se passe à Kiev, il y a un autre sur ce qui s'est passé à Boutcha, il y a un autre sur ce qui se passe à Mariupol. Donc il y a 3, mais il y a quand même un par Steve Rosenberg, qui est notre reporter en Russie, qui est allé dans un cimetière militaire en Russie, où il a vu toutes les familles, les femmes, les enfants des soldats russes qui sont morts et qui leur parlent. Mais ce qui se passe aussi, c'est pendant qu'il est en train de leur parler, il se fait filmer par une équipe russe, et lui, il est parfaitement bilingue, et il voit le reportage à la télévision russe qui parle de ce reporter nazi de la BBC qui essaye de chercher la propagande pour les... Donc, ça ne veut pas dire qu'on ignore le contexte, ça ne veut pas dire qu'on ignore les faits réels ou le fait qu'il y a eu un abus. Mais il faut quand même, par exemple, si j'étais, comme je l'étais pendant 5-6 ans, presque en permanence au Moyen-Orient, si j'avais des interviews avec beaucoup d'Israéliens, il fallait quand même chercher à avoir des interviews avec des Palestiniens pour avoir l'autre perspective, ou l'inverse. Et c'était toujours le cas. Le contexte est quand même un peu différent. Là, on a affaire à une armée
qui envahit un pays Ouais. et qui commet des massacres. Donc la neutralité, c'est quand même compliqué. C'est toujours compliqué. Hein. Si Alors, on était à Gaza, il y a des gens à Gaza ou en Syrie qui pourraient dire qu'il y a des parallèles. Hein, quand il y a une armée israélienne qui utilise l'artillerie pour viser des appartements au Gaza, ils diraient ça nous rappelle. Donc il faut toujours, pour la BBC, plus que d'autres radios et d'autres chaînes et d'autres journaux, puisque ça fait partie de notre charte, ça faisait partie de notre charte, je ne suis plus là, il faut toujours chercher l'autre opinion. Même si on n'est pas d'accord, même si on trouve que ce n'est pas légitime, il faut quand même chercher à expliquer le contexte et diffuser la perspective pro-russe dans ce contexte, ou juste pour essayer à mieux comprendre ce qui se passe. Très bien. Je vous remercie beaucoup et j'espère à bientôt.